Alors je vais vous parler moi de Pierre Bayle, hein, un autre philosophe dont on a déjà, dont Didier vous a déjà parlé. Pierre Bayle qui enseigne avant la révocation de l'édit de Nantes la philosophie et l'histoire à l'Académie de Sedan. Il faut savoir que Sedan est une des plus prestigieuses académies protestantes du royaume. Et en 1681, Louis XIV décide de fermer cette académie. Pierre Bayle va donc partir, s'exiler. Et il arrive aux Provinces-Unies et il arrive à Rotterdam où il est de nouveau dans une position d'enseignant. Il va continuer à enseigner la philosophie et l'histoire et il va donc publier depuis les Provinces-Unies, on a cité tout à l'heure un texte polémique, un autre texte est publié la même année, en 1686. Le titre est « Commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ contre un lait d'entrée ». Alors ce texte est directement lié évidemment au contexte de la révocation de l'édit de Nantes et il se réfère à la tradition augustinienne réactivée par Bossuet au moment de la révocation. Bossuet se fondait sur le compelle intrare, c'est-à-dire forcer-les d'entrer, qui est une parabole biblique présente dans l'évangile de Luc, où le Christ invite tout le monde à participer à un festin, à un banquet, et il dit forcez-les d'entrer, c'est-à-dire il contraint éventuellement ceux qui ne participaient pas encore à venir. Et cette image est utilisée, évidemment, vous vous en doutez, pour justifier la violence éventuelle que l'on peut avoir, que l'on doit même avoir, pour faire rentrer dans le giron de l'Église les hérétiques. Et les hérétiques, les premiers des hérétiques pour Bossuet, évidemment, ce sont les protestants. Et dans ce traité, Pierre Bayle va prendre le contre-pied de cette attitude et démontrer à l'intention de tous les croyants que la tolérance est la seule attitude philosophiquement justifiable pourvu que l'on consente et que l'on parvienne à abandonner des préjugés confessionnels. Et son argumentation, comme celle de Locke, va se fonder sur le registre politique, puisque pour Bayle, en effet, évidemment, on a tendance, je le cite, à considérer qu'il n'y a pas de plus dangereuse peste pour l'État que la multiplicité des religions. Donc il dit qu'effectivement, ça peut être vu comme un danger qu'il y ait plusieurs religions dans un même État, mais ça peut paraître dangereux parce qu'on a tendance à montrer du doigt les différences de l'autre et à jouer sur ces dissensions. Et pour lui, il faut absolument parvenir à sortir de cette dimension d'opposition et à considérer que, il faut véritablement considérer que la différence n'est pas dangereuse, au contraire, elle peut être positive et créer une saine émulation entre les citoyens, entre les sujets. Émulation pourquoi ? Eh bien, il le dit, émulation en piété, émulation en bonnes œuvres, en sciences. Chacun, je le cite, se piquerait de prouver qu'elle est la plus amie de Dieu, donc la religion à laquelle il appartient, en témoignant un plus fort attachement à la pratique des bonnes œuvres. Elle se piquerait même de plus d'affection pour la patrie si le souverain les protégeait toutes et les tenait en équilibre par son équité. Donc tel est le raisonnement de Bayle. Vous le voyez, la multiplicité de religions dans un même État est un respect réciproque des religions et apporterait donc des bienfaits inégalés. De fait, pour lui, je le cite encore, la tolérance est la chose du monde la plus propre à ramener le siècle d'or. Bon alors, quels sont pour lui les frein à cette tolérance qu'il faudrait arriver à obtenir, c'est que l'une des deux religions veut exercer une tyrannie cruelle sur les esprits et forcer les autres à lui sacrifier leur conscience. C'est que les rois fomentent cette injustice partialité et livrent le bras séculier au désir furieux et tumultueux d'une populace de moines et de clercs. En un mot, tous les désordres viennent non pas de la tolérance, mais de la non-tolérance, c'est-à-dire de l'intolérance active dont on a précédemment parlé. Alors, on ne peut évidemment ici s'empêcher de penser aux persécutions des Huguenots qui
bien sûr, sont caractéristiques des périodes de guerre de religion au XVIe siècle, puis Didier Boisson l'a dit, de l'application à la rigueur de l'édit de Nantes à partir des années 1660-70, et évidemment, au moment de la révocation, et même après, alors les galères, le supplice de la Roue, dont on reparlera avec Calas plus tardivement, ou bien évidemment la tour de Constance, cette tour qui accueille les femmes protestantes récalcitrantes, donc qui refusent absolument de se convertir. Donc la réflexion sur la tolérance prend ici véritablement une dimension avec Bayle jamais atteinte, et son expérience aussi personnelle permet d'expliquer le positionnement de ce penseur. Il s'est lui-même converti un temps au catholicisme, puis est revenu au protestantisme. Il a été obligé à l'exil, je vous l'ai dit, après la révocation, avant même la révocation, il est parti. Son frère Jacob, qui était pasteur, est arrêté et va mourir en prison. Donc Bayle a lui-même erré entre les deux religions, il a erré entre plusieurs pays, et il pense que la tolérance est donc nécessaire parce que nous pouvons tous nous tromper, c'est ce qu'il explique, et que nous pouvons errer sans fin, sans savoir avec certitude que nous ne nous trompons plus. Donc la tolérance, pour lui, est nécessaire parce que tout le monde est amené un jour à chercher la vérité. Et la tolérance, avec ce penseur, vous voyez, n'est plus une condescendance, mais véritablement une reconnaissance de sa propre difficulté à trouver sa voie. Il le dit, la conscience erronée doit procurer à l'erreur les mêmes prérogatives, secours et caresses que la conscience orthodoxe procure à la vérité. Donc, cette attitude, et ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est ce qu'on définit comme étant les droits de la conscience errante. Parce que parfois la conscience est errante, donc elle devient autre, elle peut devenir autre, et on doit donc considérer de fait que la différence n'est pas un frein, que la différence parfois est un état naturel, et qu'en ces termes-là, il faut arriver à la concevoir comme étant équivalente, comme étant possible et comme étant en tout cas librement existante dans la société dans laquelle on appartient. Donc évidemment, cela va entraîner pour Bayle la nécessité de reconnaître certaines choses, la liberté de culte, bien entendu, la liberté de conscience, évidemment, ces libertés qui ne sont pour les protestants français, pour les huguenots, plus à l'ordre du jour depuis la révocation de l'édit de Nantes. Il faut noter également que la tolérance civile est étendue pour Bayle aux musulmans, aux juifs et même aux athées. C'est-à-dire que contrairement à Hobbes ou Locke, il va développer, Pierre Bayle, l'idée qu'une société composée d'athées est tout à fait viable en s'appuyant sur l'idée de la parabole de l'athée vertueux, qui se trouve dans un autre écrit important de Pierre Bayle, qui est situé en 1683, la continuation des pensées diverses sur la comète, et il considère donc qu'on peut être athée et être quand même vertueux, être en capacité de vivre en société les uns avec les autres. Alors, Pierre Bayle est particulièrement lu au XVIIIe siècle, et on le voit parce que les bibliothèques privées des années 1750-80 regorgent de son dictionnaire philosophique, historique et critique, et ce dictionnaire est paru en 1696, c'est une autre grande production de Pierre Bayle, et donc il est important, mais évidemment, de considérer que ces écrits ont indéniablement une influence sur la pensée du XVIIIe siècle, et vous vous doutez que beaucoup de lettrés protestants de ce siècle vont s'emparer des idées de Pierre Bayle pour défendre la cause réformée française, pour défendre la cause de cette minorité religieuse qui a subi la violence des dragonnades et continue de souffrir des vexations de la loi de Louis XIV, cette obligation catholique qui va être réaffirmée par Louis XV dans un édit de 1724. Donc la question que l'on peut se poser en dernier lieu est de savoir si le XVIIIe siècle peut légitimement être présenté comme le siècle de la tolérance
pensé et advenu. Alors, pour cela, dans un premier temps, effectivement, il faut considérer que le XVIIIe siècle rejette majoritairement l'intolérance telle qu'on l'a pensée au XVIe, au XVIIe siècle. En tout cas, pour les philosophes et en tout cas pour une partie de la population. Ceux que l'on nomme les philosophes des Lumières vont s'inspirer, je l'ai dit, des écrits de Pierre Bayle pour mener à bien une réflexion sur la tolérance. Avant de voir cette dernière piste de réflexion, quelques mots sur ce que l'on nomme la tolérance des Lumières. À suivre Condorcet, un des grands penseurs du XVIIIe siècle, l'esprit de la philosophie des Lumières repose sur 3 éléments: la raison, l'humanité et la tolérance. Donc pourtant, cette idée de tolérance si elle semble être un moteur de la pensée du XVIIIe siècle, cette notion reste encore largement en but à une difficulté conceptuelle. C'est-à-dire que la tolérance des Lumières demeure complexe. Car si à terme elle va effectivement devenir une valeur sociale positive, l'article tolérance de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert indique en 1765, je dis bien 1765, la définition suivante: la tolérance est en général la vertu de tout être faible, destiné à vivre avec des êtres qui lui ressemblent. L'homme, si grand par son intelligence, est en même temps si borné par ses erreurs et par ses passions qu'on ne saurait trop lui inspirer pour les autres cette tolérance et ce support dont il a tant besoin pour lui-même et sans lesquels on ne verrait sur la terre que des troubles et des dissensions. On peut compter sans doute plusieurs sources de nos discordes, nous ne sommes que trop féconds en ce genre, mais comme c'est surtout en matière de sentiments et de religion que les préjugés destructeurs triomphent avec plus d'empire et des droits plus spécieux, c'est aussi à les combattre que cet article est destiné. Autre définition, dans le dictionnaire philosophique de Voltaire, qui paraît en 1764, la tolérance, si elle est l'apanage de l'humanité, n'en reste pas moins associée à un aspect négatif, alors qu'il ajoute, dans la même phrase, « Nous sommes tous pétris de faiblesses et d'erreurs, pardonnons-nous nos sottises », c'est la première loi de la nature. Donc la tolérance n'est plus simplement le support d'un défaut, elle appelle le pardon réciproque. Nous sommes encore, par certains aspects, proches de la position charitable d'Erasme au XVIe siècle, et éloignés de ce que pour nous aujourd'hui est censé être la tolérance, c'est-à-dire une vertu dénuée de tout jugement de valeur de la différence. Là, vous voyez, ce sont des sottises, ce sont des bêtises, hein. C'est pardonné parce que tout le monde peut être dans l'erreur. Mais il n'en reste pas moins que l'idée de tolérance progresse dans les idées du temps. Il faut dire que nous sommes en 1700, dans la décennie 1760, dans un moment particulièrement riche en faits divers, hein, dirions-nous aujourd'hui, qui montre clairement les limites de l'intolérance active telle qu'elle a pu exister au XVIIe, au XVIe, au XVIIe siècle et qui existe encore au XVIIIe. Et je pense notamment à plusieurs affaires judiciaires qui vont être utilisées par les philosophes et notamment par le philosophe des Lumières auquel on pense tous, Voltaire. Donc la première affaire, c'est l'affaire Calas, évidemment. Hein, en octobre 1761, à Toulouse, Jean Calas, protestant, est accusé d'avoir tué son fils, car ce dernier aurait voulu se convertir. Jean Calas est condamné, il est roué de coups le 10 mars 1762, évidemment il est exécuté, hein, et va alors s'engager un combat pour Voltaire, pour tenter la réhabilitation de Jean Calas. Il le fait non pas en raison d'une quelconque affinité avec les protestants, il ne les aime pas plus que ce qu'il supporte les catholiques, mais cette affaire est pour lui l'occasion de montrer les erreurs du fanatisme, les erreurs du dogmatisme religieux, et de montrer aussi les erreurs de l'intolérance en matière de religion. Voltaire défend l'idée que les religions en tant que confession ne sont pas nécessairement intolérantes, mais que la religion, au singulier, c'est-à-dire le sentiment religieux, est toujours proche du fanatisme. Et c'est l'infâme, donc, qu'il faut écraser.
Cette affaire lui permet de montrer que le système judiciaire n'est plus en adéquation, français du temps, n'est plus en adéquation avec les idées philosophiques, car le fanatisme religieux est encore parfois présent pour juger des affaires, et l'affaire Calas en est un parfait exemple. Voltaire écrit ainsi en 1763 son essai sur la tolérance, et dans cet ouvrage, le philosophe indique qu'il faut respecter les croyances religieuses, mais sous l'arbitrage d'un État fort, d'un État éclairé, qui favorise la liberté de penser et d'agir, et qui peut à tout moment donc contrôler un éventuel fanatisme religieux. Il affirme aussi qu'il faut renoncer à certaines pratiques utilisées alors par la justice d'Ancien Régime, la roue ou le bûcher, qui sont pour lui évidemment d'un autre temps. Alors on peut rapprocher cette posture de celui d'autres contemporains de Voltaire, par exemple Montesquieu, dont L'Esprit des lois est paru en 1748, et surtout Beccaria, qui fait paraître en 1764 et en italien des délices et des peines, traduit 2 ans plus tard en français, où on a là une réflexion sur l'adéquation entre la peine encourue par rapport au délit commis. Et pour tous ces penseurs, il est évident que la liberté de penser, en tout cas la différence religieuse, ne doit plus être considérée comme un délit, et partant de fait, elle ne peut plus être condamnée par le type de supplice qui est utilisé alors durant ces années 1760. Une autre affaire encore va être l'occasion pour ces philosophes de s'exprimer, de montrer l'importance de la tolérance, c'est l'affaire Sirven, qui est à peu près dans la même thématique. Là, c'est à Castres. Et les époux Sirven, tous 2 protestants, ont plusieurs filles, et la dernière, Élisabeth, est handicapée mentale, et elle va disparaître en 1760, et elle va être retrouvée chez les sœurs du couvent des Dames Noires, et ces sœurs affirment que Élisabeth a voulu se convertir au catholicisme. La jeune fille a quelques difficultés à exprimer clairement son point de vue. À un moment, elle se révolte, donc le juge dit non, il faut la rendre à ses parents. Donc elle est remise à ses parents, mais elle fugue de nouveau, en tout cas elle disparaît une seconde fois, et cette fois-ci elle est retrouvée dans un puits, au fond d'un puits. Évidemment, c'est son cadavre qui est retrouvé. Partant de là, les parents vont de nouveau être accusés, et les époux Sirven, contrairement à Jean Calas, eux décident de partir, de s'exiler, pour éviter d'avoir à subir la justice du Parlement de Toulouse, qui est alors particulièrement rude à l'égard des hérétiques, et Voltaire va là aussi orchestrer de nouveau une campagne d'opinion pour arriver à toucher le Conseil du roi, et il fait paraître en juin 1766 un avis au public sur les parricides imputés aux Calas et aux Sirven. Vous voyez, il lie bien ces 2 affaires pour montrer l'incohérence de la justice du temps, en tout cas du Parlement de Toulouse. Cette affaire va traîner en longueur, et en septembre 1771, le Parlement de Toulouse va prononcer la cassation du jugement qui a été rendu en 1764 et va réhabiliter tous les membres de la famille. La ville de Mazamet est contrainte de verser une indemnisation. C'est une des premières indemnisations de l'histoire judiciaire française. Alors, dernière affaire, c'est l'affaire du Chevalier de la Barre. On est en 1765, cette fois-ci on n'est plus du tout à Toulouse, on est en Picardie, et là c'est une affaire un petit peu différente, mais qui sert aussi la cause des philosophes, puisque plusieurs gentilshommes sont accusés d'avoir brisé volontairement un crucifix. Personne n'est véritablement au courant de ce qui s'est passé, mais ce qui est sûr, c'est que ces jeunes gens ont refusé de se découvrir quelques jours auparavant, lorsque la procession religieuse de la fête Dieu s'est déplacée dans la ville, et
à Abbeville, ils ne se sont pas découverts, donc c'est un signe. Hein, c'est un signe qu'ils sont en rejet des signes ostentatoires de la religion catholique. Ils ne sont pas du tout protestants, là. Hein. Et là, un de ces jeunes gens, le chevalier de la Barre, donc François de la Barre, qu'on va appeler le chevalier de la Barre, qui est un ennemi personnel du juge Pasquier d'Abbeville, eh bien, va être condamné. Il va effectivement être condamné parce que il est le représentant de ce que le juge appelle l'esprit philosophique, hein, et il va être exécuté, décapité. Son corps va être jeté dans les flammes avec l'exemplaire du dictionnaire philosophique, son exemplaire du dictionnaire philosophique qui a été retrouvé chez lui. Un signe ultime, vous voyez le symbole, on brûle, enfin on décapite, on brûle, et on brûle aussi des écrits. Donc c'est véritablement cette pensée philosophique autour de la tolérance que l'on cherche aussi à détruire. Alors, Voltaire va écrire une relation de la mort du chevalier de la Barre à monsieur le marquis de Beccaria. Alors, vous voyez, là aussi, c'est intéressant, puisque le philosophe lit une affaire judiciaire avec un texte philosophique qui est paru quelques années auparavant. Tout s'entremêle, hein, pour démontrer l'idée que l'intolérance n'est absolument plus tenable dans cette société française des années 1760-1770. Alors, Voltaire, là, ne réussira pas à faire réviser ce jugement. La réhabilitation du chevalier de la Barre sera réclamée par les cahiers de doléances de la noblesse de Paris et sera prononcée par l'Assemblée législative en 1791. Vous voyez, il faut parfois encore un petit peu de temps sur certaines affaires pour que les choses se mettent en place. Alors, on a un combat, vous voyez, qui se met véritablement en place et qui, évidemment, va directement toucher, impacter, dirait-on aujourd'hui, toute une littérature de défense de la cause huguenote. Je vous ai mis quelques titres là, pour vous expliquer que, bien sûr, je parle de Voltaire, mais il y a d'autres personnes qui ont écrit sur la nécessité de tolérer ces protestants, ceux qui sont différents de la loi, de la religion du roi, et qui donc doivent être acceptés. Donc la Baumelle, hein, qui publie l'Asiatique tolérant en 1748, Antoine Cour, qui publie le Patriote français et impartial 3 années plus tard, Condorcet, dont j'ai déjà parlé, qui publie ses réflexions d'un citoyen catholique sur les lois de France relatives aux protestants, et Rabot-Saint-Étienne, pasteur nîmois, dont je reparlerai, qui publie Le Vieux Cévenol en 1779. Condorcet, dans les réflexions d'un citoyen catholique, réclame un adoucissement des lois à l'égard de la minorité protestante. Il se fait l'écho d'autres, évidemment, et cela permet de comprendre que, de fait, maintenant, nous sommes dans une logique d'articulation entre la tolérance des Lumières, la religion dans la sphère publique et la question de la loi. C'est-à-dire que cette question de la tolérance va tourner sur la plupart de ces textes, sur la nécessité de changer la loi qui concerne les protestants du royaume. Et il devient donc indispensable pour certains de faire sortir ces protestants de ce qu'on peut appeler une forme de mort sociale qu'ils connaissent depuis 1685, pour le bien bien sûr de ces individus, mais aussi pour le bonheur de l'État. Et cela l'est d'autant plus que, dans les faits, depuis les années 1760-1770, donc depuis les affaires là dont j'ai parlé, nous sommes véritablement dans ce que les historiens appellent une tolérance de fait, ou une tolérance de la quotidienneté dans le royaume. C'est-à-dire que concrètement, les protestants des années 1770 peuvent véritablement, toujours clandestinement, mais sans être inquiétés, se réunir pour pratiquer un exercice public du culte. On le sait, depuis les années 1760-1770, on a les pasteurs qui tiennent des registres de baptême, de sépulture et de mort. Hein. Donc les protestants ne vont plus voir le prêtre de la paroisse pour se faire enregistrer. Et il n'y a plus véritablement de vexation, de persécution contre ces protestants, même si
il y a encore, bien sûr, de fait, quelques affaires, mais dans leur grande majorité, les protestants vivent dans une tolérance de la quotidienneté qui fait dire à certains, changeons la loi, puisque dans les faits, les choses sont effectivement plus pacifiées. Donc, pour certains, on a donc une nécessité de changer les lois autour de la minorité protestante, et un nom dont j'ai déjà parlé et dont je reparlerai se démarque particulièrement, c'est bien sûr le pasteur Rabaut Saint-Étienne qui, depuis 1786, n'est plus pasteur, il est parti de sa ville natale de Nîmes, il est à Paris, il a rejoint dans l'ombre des cabinets les hommes politiques du temps pour tenter d'infléchir la politique à l'égard des protestants. Et cette conquête des droits grâce à la tolérance ambiante est en partie acquise par l'édit dit de tolérance de 1787. Rabaut Saint-Étienne a participé à l'élaboration de cet édit et à ce propos, une autre minorité religieuse commence à être prise en compte également dans les débats publics. C'est la question des Juifs. La même année, en 1787, un curé lorrain, Henri Baptiste Grégoire, dépose un mémoire dans le concours de la Société royale des sciences de Metz, dont le thème était, je le cite, le titre du concours, « Comment rendre les Juifs plus heureux et plus utiles en France ?» Et dans sa composition, dont le titre est « Essai sur la régénération physique, morale et spirituelle des Juifs », l'abbé Grégoire déclare notamment qu'un siècle nouveau va s'ouvrir et que les Juifs sont membres de cette famille universelle qui doit établir la fraternité entre tous les peuples. Alors, il dépose une seconde fois son texte l'année suivante, puisque le concours est reconduit, et 3 lauréats sont maintenus, donc l'abbé Grégoire, qui gagne le concours. Ce qui est important à retenir ici, c'est de comprendre que l'on trouve sous la plume de l'abbé Grégoire exactement le même argumentaire qui était avancé pour reconnaître les protestants dans le royaume, celle de l'absurdité d'une discrimination fondée sur des préjugés religieux, celle d'une utilité sociale à reconnaître les Juifs, car rien n'empêche à ses yeux, aux yeux de l'abbé Grégoire, les Juifs d'être de bons citoyens sous prétexte qu'ils n'ont pas la même religion que le roi. On remarquera que ces deux personnages, l'abbé Grégoire et Rabaut Saint-Étienne, sont tous les deux situés au premier plan du serment du jeu de paume de David, qui a été réalisé 2 ans après l'événement en lui-même, pour symboliser la volonté d'unité de l'Assemblée nationale en juin 1789. Alors, ces 2 hommes vont véritablement avoir un impact, l'un et l'autre, mais en même temps, il faut revenir sur le contexte. 1787 paraît être, vous voyez, une année qui marque une avancée réelle dans un processus d'intégration d'une minorité religieuse en créant un premier état civil, si vous voulez, pour des sujets non catholiques. Mais ce n'est qu'un premier palier. En effet, cette loi permet une reconnaissance civile des Huguenots, une tolérance civile donc, mais elle ne permet pas encore une tolérance religieuse, c'est-à-dire la liberté de pratiquer collectivement le culte de son choix. Elle laisse également de côté cette législation de 1787, la minorité juive. Car malgré les liens entre Cerbère, qui est la personne juive qui est chargée de discuter avec l'État, et le ministre d'État Malesherbes, cet édit de novembre 1787 ne peut être enregistré tel quel pour les juifs de Lorraine et d'Alsace, malgré les demandes réitérées des juifs lorrains et alsaciens. Et entre 1787 et 1789, des choses vont changer avec des prises de parole de certains députés et l'action législative de l'Assemblée autour de la question, cette fois-ci plus large, une question de la citoyenneté partagée qui va être progressivement élargie. Et cette question de la citoyenneté va faire réapparaître cette notion de tolérance, c'est ce que je vous propose de voir dans un tout dernier temps. Alors, l'un et l'autre des 2 députés dont j'ai parlé, l'abbé Grégoire et Rabaut Saint-Étienne, vont prendre la parole durant l'été 1789 pour montrer leur insatisfaction face à la situation des minorités religieuses, toujours insatisfaits. Grégoire va prendre la parole le 3 août
pour exposer le cas des Juifs, toujours non reconnus comme citoyens au moment de la Grande Peur, alors que les Juifs d'Alsace vont subir des violentes attaques à l'été, donc au début de l'été 1789. Il fonde son discours sur la fraternité imposée par la religion dont il est le ministre, dit-il, et il fonde aussi son discours sur la situation de ce qu'il appelle un peuple proscrit et malheureux. Il mêle donc, vous le voyez, religieux, une dimension religieuse, des principes religieux et une situation politico-sociale du moment, du contexte de diction, pour changer la loi, pour tenter de changer la loi les concernant. Le second à prendre la parole, c'est Rabot-Saint-Étienne, qui va intervenir, lui, lors de longs débats sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et particulièrement lors de la rédaction de l'article 10 de cette déclaration. Et contrairement à Grégoire, il ne met pas du tout en avant son statut de ministre du culte. Il ne dit pas « je suis pasteur » comme l'abbé Grégoire dit « j'appartiens à la religion catholique et je suis membre du clergé ». Au contraire, lui, il prend la parole de manière, semble-t-il, complètement neutre en tant que député, mais en fait, dans tout son discours, il va développer une logique de reconnaissance du peuple, de ses coreligionnaires et aussi des Juifs. Son discours date du 23 août 1789 et il montre bien sûr la limite de la notion de tolérance dont nous parlions précédemment, et particulièrement il va relever la question religieuse, que la question de la minorité religieuse s'insère dans une réflexion autour de la nation, autour des contours que l'on veut donner à la citoyenneté. Et voilà ce qu'il déclare devant les députés. « Messieurs, les protestants font tout pour la patrie, et la patrie les traite avec ingratitude. Ils la servent en citoyens, et ils en sont traités en proscrits. Ils la servent en hommes que vous avez rendus libres, ils en sont traités en esclaves. Mais il existe enfin une nation française, et c'est à elle que j'en appelle, en faveur de 2 millions, alors il exagère un peu, en faveur de 2 millions de citoyens utiles qui réclament aujourd'hui leur droit de français. » Alors, dans cet extrait, vous le voyez, il revendique pour la minorité protestante. Mais ce premier pas dans son discours va l'obliger à abandonner un mot qui pourtant, on a vu, tous les philosophes ont défendu, c'est le mot même de tolérance. Voilà ce qu'il dit, il préfère, lui, le mot de liberté. Messieurs, ce n'est pas même la tolérance que je réclame, c'est la liberté. La tolérance, le support, le pardon, la clémence, idée souverainement injuste envers les dissidents, tant qu'il sera vrai que la différence de religion, que la différence d'opinion n'est pas un crime. La tolérance, je demande qu'il soit proscrit à son tour, et il le sera, ce mot injuste qui ne nous présente que comme des citoyens dignes de pitié, comme des coupables auxquels on pardonne, ceux que le hasard souvent et l'éducation ont amenés à penser d'une autre manière que nous. L'erreur, messieurs, n'est point un crime. Celui qui la professe la prend pour la vérité. Elle est la vérité pour lui, il est obligé de la professer, et nul homme, nulle société n'a le droit de le lui défendre. Et il poursuit. Je demande pour tous les non-catholiques ce que vous demandez pour vous. Alors pour les non-catholiques, et il va le demander aussi pour les juifs. L'égalité des droits, la liberté de leur religion, la liberté de leur culte, la liberté de le célébrer dans des maisons consacrées à cet objet, la certitude de n'être pas plus troublés dans leur religion que vous ne l'êtes dans la vôtre, et l'assurance parfaite d'être protégés comme vous, autant que vous, et de la même manière que vous, par la commune loi. On trouve ici la synthèse de la tradition des Lumières, de Bayle, évidemment, vous le voyez, à quoi s'ajoute la prise en compte de la persistance dans l'esprit du temps, de l'aspect très négatif que peut encore porter ce mot de tolérance. Pour changer les mentalités, pour Rabot-Saint-Étienne, il est devenu indispensable donc de changer les mots. Et à la tolérance, il préfère le mot de liberté et il préfère penser en termes d'égalité et de droit. Il n'obtient que partiellement un gain de cause puisque l'article 10 de la
Déclaration des droits de l'homme stipule, je cite, « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. » On le voit, la liberté de culte n'est toujours pas à l'ordre du jour. Cependant, progressivement, les verrous vont sauter, l'accès à tous les emplois civils et militaires, y compris pour les protestants, donc, va être acté par un texte constitutionnel de décembre 1789, et la Constitution de septembre 1791, dans son titre 1, dispose la liberté à tout homme d'exercer le culte religieux auquel il est attaché. Enfin, la liberté de culte est reconnue. Il y a donc une pleine égalité de droits pour l'ensemble des Français, quelle que soit leur confession catholique, protestant et même juive, puisque l'émancipation complète des Juifs est prise par décret du 27 septembre 1791. Alors en conclusion, que retenir de ce cheminement autour des mots tolérance et intolérance ? Indéniablement, l'éclatement religieux de la chrétienté au XVIe siècle va mettre en avant partout sur le territoire européen la difficulté à concilier religion et tolérance du fait même de la confessionnalisation des églises et des États. Le XVIIe siècle reste encore largement imprégné de cette modalité du rapport à l'autre qui fait que la tolérance qui se matérialise parfois passe avant tout par la coexistence pacifique de plusieurs religions sur un même sol qui ne se tolèrent pas du tout. Mais progressivement, en Europe, des voix clament l'impératif à tolérer, à accepter la différence, en particulier la différence religieuse. La tolérance devient une nécessité sociale, une nécessité politique pour vivre en paix. Elle est le refus de la violence et de la barbarie pour cause religieuse, et bien plus, on le voit avec la fin du XVIIIe siècle, un combat pour l'égalité des droits. Cela ne signifie pas pour autant qu'au XVIIIe siècle, la tolérance est celle que nous connaissons, au moins théoriquement aujourd'hui, c'est-à-dire une attitude d'acceptation des différences définitivement détachée de tout jugement de valeur. Nous l'avons vu toutefois avec le cas français. À partir du second semestre 1791, la nation française est plurielle religieusement, en ce qu'elle reconnaît plusieurs cultes, mais aussi en ce qu'elle n'exclut plus de la citoyenneté des membres de communautés religieuses minoritaires. Les acquis de la fin de l'Ancien Régime, comme l'édit de 1787 sur les non-catholiques, ont permis de mettre à l'ordre du jour certains débats au sein de l'Assemblée révolutionnaire, où on trouvait un second souffle au moment de certains débats portés par des députés sensibilisés, plus que d'autres, sans doute, à la question des minorités religieuses. Je pense évidemment à Rabot-Saint-Étienne ou à l'abbé Grégoire. L'action de certains de ces hommes a été décisive pour vaincre les résistances, et la question religieuse a donc été un des moteurs de la construction de la communauté politique au début de la Révolution française. À travers ces questions des minorités religieuses à l'aube de l'ère contemporaine, on saisit donc l'œuvre législative et constitutionnelle qui participe à l'élaboration d'une nation française dont les socles veulent être la liberté et l'égalité pour l'ensemble des citoyens, quelle que soit leur croyance. Merci.